Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode des histoires Il était quelquefois. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire du palais de Pierre-Lune. C'est une histoire écrite par ma maman, à destination de ma fille d'abord, et puis quand je lui ai parlé de l'idée des podcasts, elle m'a autorisée à partager cette histoire avec vous. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous invite à écouter ce conte, que vous soyez enfant ou de grands-enfants. Si vous écoutez ce conte via la chaîne YouTube, vous aurez 2 illustrations inédites qui ont été créées spécialement pour cette histoire, dessinées et inventées par Caro from Woodland, une illustratrice que j'affectionne énormément, que vous retrouverez bien sûr sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo dans la barre d'infos sur YouTube, et si vous m'écoutez à travers une application de podcast, je vous laisserai aussi les informations dans la description de cet épisode. Le palais de Pierre-Lune. Croyez-vous que la lune, le soleil et les étoiles ont toujours été tels que vous les voyez aujourd'hui ? Sachez qu'il n'en est rien. Si vous êtes d'accord, je voudrais bien vous raconter une histoire qui me tient à cœur et que je n'ai jamais racontée à personne, car elle est tellement incroyable que j'avais peur que l'on me prenne pour une folle, ou pire, pour une menteuse. Mais comme les événements qui se sont passés à Pierre-Lune ne cessent de revenir à ma mémoire, je me décide à les partager avec vous. Pour situer un peu Pierre-Lune, il s'agit de la grande contrée qui se trouve entre les collines de brume et le pays des monstres tranquilles. Juste après, la vallée des poupées perdues. Du moins, c'était comme ça à l'époque où j'y suis allée, il y a quelques centaines d'années. Mais peut-être que les choses ont changé maintenant. C'est là-bas que j'ai fait la connaissance de la reine Tourmaline du parc des fleurs vertes, qui préférait, et moi aussi pour une raison évidente, qu'on l'appelle Line. Et de son compagnon, le roi Absalon André Séraphin du Moulin des Chapeliers, qui lui tenait absolument à ce qu'on l'appelle Joe. Allez savoir pourquoi. Line et Joe ne possédaient pour toute couronne que celle qu'ils recevaient de leur peuple, les Lunes Pierrois, chaque année à l'occasion de la fête des flocons. Une jolie couronne en papier doré qu'ils portaient sur leur chapeau ou sur leur bonnet. Dire que Line et Joe étaient riches serait un euphémisme. Ils étaient énormément, monstrueusement et scandaleusement riches. D'ailleurs, on devrait inventer un autre terme pour définir une telle richesse. Mais je n'ai pas encore trouvé. Tellement riches que même eux ignoraient à quel point, c'est pour dire. Mais tout le monde les aimait bien, car ils faisaient profiter leur peuple de toutes ces richesses. Des écoles haut de gamme, gratuites bien sûr, recevaient tous les enfants. Des places de jeux luxueuses les attendaient à la sortie des classes, des piscines, plus grandes que des terrains de foot, bordées d'arbres de toutes les couleurs, accueillaient jour et nuit tous les Lunes Pierrois qui le souhaitaient. Des stands distribuaient des sandwichs délicieux, gros comme des assiettes, des bonbons, des sucettes rouges, bleues, bigarrées, à carreaux, à rayures rondes, carrées, triangulaires, et même en forme d'étoiles. Des gâteaux aux fruits, au chocolat, à la vanille, au marron, et encore 100 000 autres parfums, en forme de tours, de voitures, de maisons, de pendules, avec les aiguilles en massepain et les heures en fruits confits. Des frites si croustillantes que les gens faisaient la queue pour en avoir un sachet. Des ragoûts de mouton, des pâtés en croûte, des spaghettis qui mesuraient 3 km, des mandarines givrées tellement délicieuses et rafraîchissantes qu'il était hors de question de n'en manger qu'une seule. Les gens les prenaient par douzaines. Mais aussi des petits pains aux graines, aux céréales, au chocolat, aux noisettes, au maïs, au lardon, aux olives, à la tomate séchée, des tartes, des éclairs, des choux, des religieuses, des... Mais bon, je vais m'arrêter là. Car il me faudrait des heures et des heures pour énumérer toutes les bonnes choses que l'on pouvait manger toute la journée en s'amusant dans les piscines de Pierre-Lune. Il y avait aussi, pour le plus grand bonheur des grands et des petits, des avions que même les enfants pouvaient piloter sans risque. Des toboggans interminables qui s'illuminaient le soir venu quand les étoiles roses commençaient à briller dans le ciel. Des cinémas, des pièces de théâtre renouvelées chaque jour, des chanteurs, des danseurs, des musiciens et tout au fond de cet énorme parc d'attractions, dans un charmant bosquet, un peu à l'écart, une vieille et gentille dame, sorcière de son état, qui avec quelques incantations pouvait vous rendre invisible pendant 1 heure ou 2, vous permettant ainsi de jouer des tours à vos amis ou à votre famille. Mais tout cela n'était rien, non vraiment rien,
en comparaison du palais de Lynn et Joe. Il était tout en marbre rose, en or blanc et bois d'ébène et d'acajou. Ce palais était si grand que je crois bien que personne, jamais, n'avait eu la patience d'en faire le tour, même pas la reine Lynn et le roi Joe. Il le faisait croire à tout le monde, mais je pense qu'il racontait un peu des histoires, juste pour faire les intéressants. Les pièces, bien sûr, étaient gigantesques, mais une spécialement battait tous les records. Ses dimensions étaient telles que quand vous vous trouviez près d'un mur, il était quasiment impossible de distinguer celui d'en face. De plus, le plafond était si haut qu'on ne pouvait pas le voir, sauf peut-être avec des jumelles. Alors la reine Lynn avait décidé d'y accrocher des milliers de lustres, grands comme des pommiers, qu'une armée de volontaires juchés sur des échelles qui se mouvaient à l'aide d'un boîtier électrique nettoyait chaque semaine. Mais ça, c'était au début. Car ensuite, après plusieurs accidents, dont un qui faillit coûter la vie de Germain Plume, veuf et papa de la petite Fantine, qui allait devenir célèbre dans le monde entier, vous verrez pourquoi, la reine fit construire un faux plafond coulissant afin que les travailleurs puissent œuvrer en toute sécurité. C'était un sacré spectacle quand ce faux plafond s'ouvrait lentement, dévoilant petit à petit ces milliers de lustres flamboyants qui, de plus, se réfléchissaient dans les innombrables miroirs fixés aux quatre murs. Je le sais, j'y étais. Le roi et la reine ne désiraient pas d'enfants. Ils préféraient rendre heureux tous ceux de leur royaume et vivaient donc seuls dans leur immense palais, donnant des fêtes en été, organisant des courses de traîneaux en hiver, tirés par des chiens si blancs qu'ils se confondaient presque avec la neige, et des calèches tirées par des chevaux roux aux crinières argentées pour le plus grand plaisir des lunes pierrois. Tout cela donc aurait pu continuer indéfiniment dans le bonheur le plus absolu, mais vous vous doutez bien que si je vous raconte cette histoire, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et quelque chose de grave. Quelque chose de si grave que ça a failli mettre un terme à l'humanité tout entière. Oh, je ne plaisante pas. D'ailleurs, j'ai encore parfois des palpitations quand j'y pense. Là, maintenant, ça y est, j'en ai une. Attendez, je reviens, hein. Il faut que je respire profondément et que, oui, c'est ça, je vais aller boire un verre d'eau. Oh, ça va mieux. Oui, je crois que je vais pouvoir continuer. Enfin, si vous êtes toujours là. Vous êtes là ? Bon, d'accord. Donc, je continue. Je m'aperçois que si je vous ai parlé de Lynn et de Joe, je ne vous les ai pas encore décrits. Peut-on dire qu'ils étaient beaux ? Pas vraiment. Pas au sens où on l'entend, toutefois. Il émanait d'eux une telle gentillesse et surtout une telle joie de vivre qu'on ne pouvait que les trouver absolument charmants. Avec la générosité dont ils faisaient preuve, chaque jour, on pourrait penser qu'ils n'avaient aucun défaut. Et de fait, c'était la vérité. Simplement, tous les deux se lassaient vite de ce qu'ils possédaient. Il leur fallait autre chose, de plus grand, de plus beau et surtout de plus particulier. C'est ainsi que, malheureusement, malgré la somptuosité de leur demeure, ils finirent par s'enlacer et très vite se mirent à échafauder des plans pour la construction d'un nouveau palais. Mais, comme vous vous en doutez, il était difficile de faire mieux que celui qu'ils possédaient. Alors, ils partirent voyager à travers le monde afin de voir s'il existait quelque chose de mieux, de plus beau ou de plus original. Mais après des mois et des mois de recherche, ils durent se rendre à l'évidence. Aucun souverain, dans aucun pays, même les plus reculés, même les plus extravagants, n'avait réussi à faire mieux qu'eux. Loin de les satisfaire, cette constatation les plongea dans un abîme de perplexité. Comment faire, puisque sur toute la planète, il n'existait rien qui égalât leur palais ? Pendant plusieurs jours, on put les voir préoccupés, partir pour de longues promenades, rien que tous les deux, afin de réfléchir à une solution. Solution qu'ils finirent par trouver. Ils décidèrent de ramasser toutes, je dis bien toutes, les pierres blanches du monde, afin de construire un palais entièrement blanc. Mais attention, il fallait que ces pierres, de la plus minuscule à la plus grande, soient complètement blanches, sans aucune seule tache, même la plus minime. Cela leur prit des années et des années aider des habitants afin de trouver assez de pierres, mais ils finirent par y arriver. Et à la place de leur ancien palais, un autre, d'une blancheur tellement pure qu'elle faisait presque mal aux yeux,
se dressait à présent à l'écart de la ville pour le plus grand bonheur de Lynn et de Joe. Ce bonheur dura quelques années, puis l'ennui et la lassitude les reprirent et ils voulurent à nouveau quelque chose de plus extravagant. Mais comment faire cette fois ? Ils savaient bien qu'il ne servirait à rien de parcourir le monde, ils l'avaient déjà fait sans résultat. Alors ils repartirent pour de longues promenades, réfléchissant encore et finirent par trouver une nouvelle fois la solution. Puisqu'il n'existait aucune pierre, aucun bois, ni aucune matière assez originale et stupéfiante sur Terre, il suffisait d'aller chercher dans le ciel. Ainsi fut fait. Oh, je dis ça comme si ça avait été facile, mais il n'en fut rien. Lynn alla demander à tous les habitants de Pierre-Lune s'ils voulaient bien les aider dans leurs tâches difficiles, à savoir aller cueillir toutes les étoiles roses des cieux pendant la nuit afin de construire le palais le plus magique du monde et même de l'univers. Les habitants qui aimaient beaucoup Lynn et Joe ne se firent pas prier longtemps. La presque totalité de la population accepta, hommes, femmes et enfants. Seuls les plus âgés et les plus malades refusèrent, mais de toute façon, Joe et Lynn n'auraient pas permis qu'ils prennent part à ce spectaculaire mais également dangereux projet. Après avoir confectionné pendant des mois des ailes pour chaque personne en recueillant les plumes tombées par terre ou en sollicitant celles des oiseaux, cygnes et autres volatiles qui acceptaient d'en sacrifier quelques-unes pour la bonne cause, les volontaires, pendant plusieurs nuits, s'envolèrent afin de ramasser toutes les étoiles roses du ciel. Ils partaient dès le soir tombé et ne rentraient qu'au matin, les bras chargés d'étoiles. Certains se munissaient de sacs, d'autres de hottes, d'autres encore, plus ingénieux, faisaient une longue chaîne humaine et se les passaient de main en main jusqu'à terre. Ils avaient reçu pour consigne de ne laisser absolument aucune étoile dans le ciel. Il les fallait toutes pour la construction du palais le plus démentiel de tous les temps. Et c'est donc ce qu'ils firent. Ils n'en laissèrent pas une seule, sauf une toute petite étoile que personne n'avait vue, car elle venait de naître et ne brillait pas encore aussi fort que toutes les autres, se cacha derrière la lune quand elle vit disparaître ses congénères l'une après l'autre. Ainsi, à nouveau après des années d'efforts, toutes les étoiles roses du ciel se retrouvèrent sur terre et tout le monde put admirer le fabuleux palais de Pierre-Lune. Ah ça! Oh, ce palais! Oh, cette fois, Joe et Lynn pouvaient se vanter d'avoir fait mieux que tout le monde, et de loin. Est-ce qu'il brillait de mille feux? Oh non, le terme est beaucoup, mais alors beaucoup trop faible. Il brillait 100 milliards de fois plus que tout ce que l'on pouvait imaginer. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu, enfin terminé, après maintes et maintes ajustements. Je n'en crus pas mes yeux. Le rose pastel de toutes ces étoiles, rassemblées, illuminait les alentours sur des kilomètres et donnait aux cieux un aspect d'aurore boréale. Joe et Lynn semblaient enfin comblés et ne parlaient plus de nouvelles idées ni de nouvelles constructions. Et on aurait pu croire que tout était pour le mieux, dans le meilleur des mondes, selon l'expression. Cependant, en notant toutes les étoiles roses du ciel, on avait omis un détail. Mais un détail de taille, si je puis dire. Un détail qui allait changer le monde tel que nous le connaissions jusque-là à tout jamais. La nuit, sans la douce lumière rosée des étoiles, devint peu à peu d'une telle opacité qu'il fut impossible aux lunes-pierrois qui n'habitaient pas dans les environs du palais de sortir de chez eux sans risquer de se perdre à tout jamais. Les audacieux ou les inconscients qui sortaient de chez eux pendant la nuit se perdaient dans les ténèbres, sitôt passé le seuil de leur maison. Ils cherchaient leur chemin, mais l'obscurité était telle qu'on aurait dit une couverture de goudron noir presque palpable. On ne voyait même plus ses propres mains, même en les mettant tout près de ses yeux, exactement comme si on avait les paupières fermées. Je ne l'ai pas vécu moi-même car je logeais au palais, invité par Lynn et Joe, mais plusieurs habitants m'en ont parlé, de ceux qui avaient réussi de justesse à survivre à la nuit sans étoiles de Pierre-Lune. Roulés en boule dans un coin, terrorisés à tout jamais et qu'on avait par chance retrouvé le lendemain matin. Mais ceux-là restaient des exceptions, car la plupart, rendus fous par une telle obscurité, marchaient pendant des heures et des heures, espérant toujours retrouver le chemin de leur maison, mais n'y parvenaient pas.
Ils furent des centaines à disparaître cette année-là, l'année des nuits sans étoiles, qui restera gravée dans la mémoire des Lunes Pierrois à tout jamais. Les gens ne sortant plus de chez eux, le soir tombé, la vie sociale de Pierre Lune devint petit à petit inexistante. Mais Lynn et Joe, tout à leur bonheur, ne s'en aperçurent pas tout de suite, car personne n'osa d'abord leur dire à quel point l'élaboration de leur palais avait, comme qui dirait, chamboulé leur vie. Puis les choses, déjà terribles, empirèrent encore. L'obscurité si totale, si complète, sembla prendre vie, en quelque sorte, et non seulement on ne put plus mettre un pied dehors à la nuit tombée sous peine de disparaître, mais de plus il fallut obstruer chaque fenêtre, chaque interstice, car la nuit sans étoiles en profitait pour se glisser à l'intérieur des maisons, et inexorablement à envahir toutes les pièces jusqu'à faire disparaître la maison entière, engloutie à tout jamais dans les ténèbres. La tragédie était en route, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais dans le ciel, la petite étoile, qui s'appelait Héloïse, voyait bien tout cela et s'en désespérait. Que faire quand on est une toute petite étoile qui vient de naître et qu'on se retrouve toute seule dans l'immensité des cieux, sans aucune autre étoile pour vous conseiller? Elle posa bien la question à la lune, mais celle-ci l'ignora dans un premier temps. Puis, comme Héloïse, têtue, continuait chaque soir à lui reposer la même question, à savoir « Que faire pour aider les habitants de Pierre-Lune ?» La lune, exaspérée, lui conseilla d'aller voir le soleil, car elle n'avait pas d'autre idée. Héloïse, qui entre-temps avait bien grandi et pris de plus en plus de force et de lumière, partit donc vers le soleil. Mais son entreprise sembla vouée à l'échec. En effet, à chaque fois qu'elle s'approchait de l'endroit d'où se levait le soleil, elle-même disparaissait dans un rayon doré. Cela semblait sans issue, et désespérée, elle fut sur le point de renoncer et de retourner vers la lune, quand une petite voix se fit entendre non loin d'elle. « Moi, Héloïse, j'ai peut-être une idée !» Elle se retourna vivement pour apercevoir un joli nuage bleu et blanc qui semblait aussi soyeux que de la ouate. « Toi ? Dis-moi vite alors, car je suis prête à faire demi-tour, et ce serait la fin de tout pour les Lunes Pierrois, et pour l'humanité ensuite. Je crois que j'ai une solution, mais il faut que je demande l'aide de mes semblables. Oh, c'est très gentil à toi d'essayer de m'aider, petit nuage. Je m'appelle Cumulus, mais tout le monde m'appelle Lulu. D'accord, Lulu, dis-moi ton idée. Ah, comme tu peux t'en rendre compte, je suis tout blanc et bleu, donc impossible de te cacher là-dedans et de te faire rencontrer le soleil. Mais si je demande aux gros nuages là-bas de m'expliquer comment ils font pour devenir aussi noirs, tu pourras venir sur moi et échapper ainsi aux rayons du soleil et tu ne disparaîtras pas. Ils se dirigèrent donc vers les gros nuages noirs, rassemblés un peu plus loin, et ceux-ci, après avoir écouté leur explication, acceptèrent de donner à Lulu quelques flocons noirs. C'est ainsi que Héloïse et Lulu arrivèrent près du soleil. Héloïse expliqua une nouvelle fois les terribles événements qui se produisaient à Pierre-Lune et qui menaçaient d'engloutir petit à petit toute la ville. Et le soleil lui demanda ce qu'il pouvait faire pour elle. « Je n'en ai pas la moindre idée, fit-elle tristement, toujours cachée dans les flocons noirs. Le soleil réfléchit, ce qui somme toute était sa spécialité, et déclara « Je crois que je sais. Je vais te donner un de mes rayons. Mais comme tu es encore toute petite, je ne peux t'en donner qu'un seul, et voilà ce que tu vas faire. » Il le lui expliqua, et toute heureuse, Héloïse repartit en direction de la lune, accompagnée de Lulu. Pendant ce temps, une petite fille, Fantine Plume, qui vivait dans une jolie maison à l'orée de la forêt de Pierre-Lune, avec son papa Germain, blessé à la jambe dans un accident, alors qu'il travaillait au nettoyage des lustres du premier palais de Lynn et Joe, se faisait du souci. Son papa, depuis plusieurs jours, restait alité, fiévreux et affaibli. Sa jambe s'étant à nouveau infectée, il se retrouvait dans l'incapacité de se rendre à son travail et de s'occuper de sa petite Fantine. Cette dernière avait soigné son papa comme elle l'avait pu, toute la journée, mais le soir venu, elle constata que loin de s'améliorer, l'état de son père devenait alarmant. Épuisée, elle finit par s'endormir dans un fauteuil tout près de lui. Au milieu de la nuit, elle fut cependant réveillée par des gémissements de plus en plus douloureux et décida, prenant son courage à deux mains, de sortir malgré la nuit sans étoiles, afin d'aller chercher du secours. Elle n'avait pas d'autre choix et, tremblante, ouvrit la porte et la referma le plus vite possible avant que les ténèbres visqueuses envahissent et engloutissent sa maison et son père. À peine dehors, bien sûr, elle se perdit, comme tous ceux qui avaient tenté l'aventure avant elle.
Elle s'arrêta alors et, au lieu de paniquer, se mit à fredonner une comptine que son papa lui avait apprise des années auparavant. Reprenant vaguement courage, elle se remit en marche, chantonnant de plus en plus fort. Dans le ciel, Héloïse commençait à perdre espoir. Cela faisait maintenant plusieurs nuits qu'elle envoyait au hasard de minuscules fléchettes dorées, espérant toucher un point d'eau, comme le lui avait conseillé le soleil, et ainsi illuminer à nouveau les nuits de Pierre-Lune. Mais les fléchettes se perdaient les unes après les autres, englouties dans les ténèbres, et Héloïse vit qu'il ne lui en restait plus qu'une seule. « Oh, je n'y parviendrai pas », se dit-elle. « Il ne me reste presque plus rien du rayon que le soleil m'a donné, et je n'aurai pas la force de retourner lui en demander un autre. Oh, Pierre-Lune va mourir, happé par l'obscurité, et disparaître de la surface du globe. Il ne restera plus qu'un ridicule palais d'étoiles, qui finira lui aussi par disparaître, puisque sa lumière commence elle aussi à s'affaiblir. » En effet, le palais, la si grande fierté de Lynn et Joe, commençait effectivement à perdre son intensité lumineuse. Les étoiles roses, privées trop longtemps de l'éclat de la lune, s'éteignaient les unes après les autres, sans que personne ne puisse rien faire. Dans un premier temps, constatant cet état des faits, avec effarement, Lynn et Joe s'affairèrent aider des habitants les plus proches à détruire le palais. Mais ils durent se rendre à l'évidence. Les étoiles, pourtant libérées, ne s'envolaient pas vers le ciel comme chacun s'y attendait, mais mouraient sur le sol, après quelques clignotements roses, happés par les ténèbres. Ainsi même le palais, même Lynn, même Joe, allaient disparaître à tout jamais, à plus ou moins long terme. Héloïse, fatiguée, désespérée, mais pas encore tout à fait résignée, crut entendre une lointaine ritournelle, et réunissant toutes ses forces, envoya sa dernière fléchette dorée en direction de cette voix qui devenait murmure. Fantine Plume, maintenant couchée par terre, roulée en boule, tentait d'échapper aux coulées de ténèbres qui s'enroulaient autour d'elle, tel un serpent, et pensant à son papa malade qui allait mourir seul, dans la maison, laissa une larme couler le long de sa joue. C'est ainsi, alors même que tout semblait perdu et que Pierre-Lune allait disparaître de la surface de la terre, que la petite fléchette dorée, cadeau du soleil à Héloïse, toucha la larme qui roulait sur la joue de Fantine. Celle-ci, d'abord, eut du mal à y croire. Cette unique larme, transformée en perle scintillante, tomba dans sa main, éclairant faiblement les alentours. Bondissant sur ses pieds, Fantine se mit à courir en direction de sa maison, qu'elle apercevait maintenant non loin d'elle. C'est alors qu'elle heurta un homme, qui lui aussi, affalé par terre, pleurait de terreur. Sans réfléchir, Fantine recueillit les larmes du jeune homme, et celles-ci se transformèrent également en perles de lumière. C'est ainsi que Pierre-Lune fut sauvé. D'habitant en habitant, de larme en larme, les perles de lumière se firent de plus en plus nombreuses, jusqu'à former une véritable rivière lumineuse qui redonna vie à la nuit d'avant. La nuit paisible, et que les ténèbres visqueuses disparurent pour toujours. Tout le monde un soir se réunit autour de cette rivière, et en poussant des cris de joie, se mit à éclabousser les cieux vides. Tout le monde, même Lynn, même Joe, même moi. À notre grand ravissement, ces millions de perles lumineuses s'envolèrent vers la nuit et devinrent les nouvelles étoiles, celles que vous connaissez, non plus roses, mais dorées et scintillantes, grâce à un rayon donné par le soleil à une minuscule étoile courageuse. Fantine Plume devint une légende dans la région, puis dans le monde entier. On parlait d'elle dans les conférences, on chantait des ballades qui portaient son nom, et on écrivit des livres qui racontaient son histoire. Et Héloïse, après avoir envoyé sa dernière fléchette d'or, la jolie étoile, complètement épuisée, vit s'éteindre sa dernière lueur rose. Un petit nuage gris, parfois, en se souvenant d'elle, laisse échapper quelques larmes de pluie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous aussi, vous avez des histoires que vous avez envie de me partager et que peut-être j'aurai la chance de lire sur le podcast Il était quelquefois, n'hésitez pas à me les envoyer à mon adresse mail margotliseuse@outlook.com. Toutes ne pourront pas être sélectionnées pour être lues, mais je suis sûre que dans vos placards se cachent des petits trésors et je serai ravie d'en lire quelques-unes, histoire de les partager à d'autres oreilles.